Bonjour, nous sommes ici à la maison Saint-Michel à Isenheim, que j'ai l'honneur de vous présenter en tant que bénévole. Alors cette maison a toute une histoire, elle a plusieurs siècles. C'est une maison qui a essentiellement eu pour but dans le passé d'accueillir les personnes dépendantes et ayant besoin de secours, ayant besoin de soins. Il faut savoir qu'il y a encore un siècle, on avait à peu près une centaine de sœurs qui animaient cette maison. Elles ne sont malheureusement plus que 2 aujourd'hui. Les sœurs délèguent aux bénévoles et aux laïcs le maintien en activité de cette maison d'accueil. Et donc cet ancien couvent s'ouvre petit à petit au public. Cela peut être des enfants, cela peut être des adultes, au cours de classes vertes, de séminaires, de retraites, de séjours de bien-être, sur une journée, un week-end, une semaine, un mois si vous le souhaitez. Elle dispose de toutes les infrastructures nécessaires, à savoir un couchage, une cuisine avec une salle à manger pour ceux qui souhaitent s'y restaurer. Et donc je dirais un petit peu le leitmotiv de la maison Saint-Michel aujourd'hui, c'est la défense du vivant. Et quand je dis la défense du vivant, ce sont les humains, mais également tous les non-humains, donc toute la végétation et toute la faune et la flore qui peut se développer ici. Alors ici, le lieu est tout à fait symbolique au niveau de l'histoire, puisqu'il faut savoir que c'est ici, à Isenheim, qu'a été peint le retable d'Isenheim, le fameux retable, le triptyque, un immense tableau qui se développe en 3 parties et qui est actuellement visible au musée Unterlinden à Colmar. Donc nous sommes ici devant le potager sur sol vivant qui est entretenu par les bénévoles. Donc ici, bien évidemment, pas de travail du sol, on ne retourne pas la terre, on laisse faire le travail du sol naturellement par les vers de terre et les bactéries, les champignons qui s'y développent. Bien évidemment, pas d'intrants, de produits phytosanitaires, c'est le soleil et l'eau de pluie qui nourrissent la terre avec tout un tas d'éléments naturels, la paille, du foin, du fumier, du terreau qui est régulièrement mis sur les cultures et qui permettent un développement naturel de tous les légumes que vous avez ici sous vos yeux. Donc ici nous sommes au verger, on en a un ici et un derrière. Comme vous pouvez le voir, l'herbe n'est pas tondue, c'est volontaire. On a tout un tas de fleurs au sol qui servent de réserve pour les animaux qui butinent, bien évidemment les abeilles, mais sans oublier les papillons, les mouches et tous les animaux qu'on peut retrouver qui vivent des éléments naturels qu'on trouve ici. Il faut bien savoir que chaque mètre carré d'artificialisé, à chaque fois que l'on verra la construction d'un parking, d'un supermarché, d'une route, ce sont des mètres carrés en moins de nature et de biodiversité pour le vivant. Et ça, il faut bien se mettre ça en tête. À chaque fois que l'on détruit des surfaces, dès que l'on les artificialise, le vivant meurt, tout simplement. Et il faut savoir que c'est de ce vivant que nous tirons nos propres ressources. Donc c'est ni plus ni moins que l'avenir de l'humanité sur Terre qui est en jeu. Donc on a également ici tous les arbres fruitiers. Vous avez des pommiers, des cerisiers, des mirabelliers qui poussent également en pleine nature, sans produits, en laissant le temps aux fleurs et aux arbres de se développer et pour avoir une récolte qui, elle également, est tout à fait naturelle. Donc ici nous avons un rucher, un ancien rucher. Ils sont au nombre de 3 et pouvaient accueillir à peu près une 60aine de ruches il y a encore un siècle. Ces ruchers sont tout doucement remis en activité, le but étant de profiter des abeilles qui seront ici, d'une part pour polliniser tout l'ensemble du parc et bien évidemment pour récolter un petit peu de miel,
mais en respectant les abeilles, en respectant surtout leur cycle. Donc ici, il n'y a pas de transhumance, il n'y a pas de produits phytosanitaires. On a une seule récolte dans l'année. Ça veut dire que les hauts se sont posés en mois d'avril, mai, jusqu'au mois d'août, ce qui permet d'avoir un miel très varié, très divers, puisque ce sera le nectar et le miel qui auront été récoltés par les abeilles tout au long de la saison apicole. Alors, vous avez sous les yeux ici la ruche pédagogique. Donc, c'est la première ruche qui a été implantée ici depuis 4 ans et qui se développe à telle enseigne que les 2 dernières années où nous avons un climat catastrophique, une météo catastrophique avec les sécheresses, les canicules et le trop d'eau d'il y a 2 ans, cette ruche a réussi à nous sortir du miel chaque année depuis qu'elle est là. Donc, preuve que lorsqu'elle est mise dans un environnement où tout est à sa disposition, où elle est respectée, où elle est à l'abri des intempéries, eh bien les animaux arrivent à survivre et à survivre dans de très bonnes conditions. Alors ici, nous sommes dans le lieu que l'on appelle la forêt. Nous avons tout un tas d'essences, différents arbres qui sont protégés, qui sont entretenus. On laisse la végétation en l'état, donc bien évidemment, ici pas de traitement phytosanitaire, pas de tonte de l'herbe. La forêt se développe tout à fait naturellement. Alors c'est peut-être ici un des cadres où l'on peut se poser les bonnes questions. Il faut savoir que les années à venir ne seront pas forcément très réjouissantes, ou tout au moins il y a peut-être lieu de nous interpeller sur notre avenir. Il faut savoir que d'ici 2050, la production mondiale de pétrole sera divisée par 2. Nous serons également en contrainte énergétique avec l'électricité, puisque les niveaux d'eau baissant, les barrages et les centrales refroidies par l'eau verront nécessairement leur quantité d'électricité descendre. Nous avons le fameux réchauffement climatique devant nous, auquel il faudra s'adapter. Donc c'est peut-être dans ce type de lieu que nous pouvons nous poser les bonnes questions et peut-être revoir notre rapport au vivant, qu'il soit humain ou non humain. Que voulons-nous faire à l'avenir? Peut-être se rapprocher de la nature, se rapprocher du sol, sans oublier que ce n'est pas l'homme qui nourrit la terre, mais c'est la terre qui nourrit l'homme. Donc nous sommes ici dans la clairière. Ce lieu donc entre les arbres, au milieu de la forêt, permet d'accueillir entre autres des classes, des enfants, et leur permettre de jouer ou de programmer des ateliers en pleine nature, donc au milieu de cette forêt, dans le calme, la sérénité, avec en bruit de fond non pas les pelleteuses mais les petits oiseaux. Ce livre a été écrit pendant le premier confinement, donc c'est l'enfant, le sage et le virus. Alors pourquoi ce titre? Simplement ce livre aborde tous les grands thèmes de notre époque, donc à savoir bien sûr la pandémie que nous avons vécue, le réchauffement climatique, la pollution, la déforestation. Et donc ce livre, pour qu'il soit plus facilement abordable, est retracé au travers un dialogue entre une petite fille et un vieux sage. Et donc la petite fille interpelle le vieux sage sur l'état de la planète, sur ce qu'elle a sous les yeux. Donc ce dialogue permet de conscientiser les gens sans être moralisateur, sans donner de leçons, c'est pas le but. Ça permet de prendre du recul et de savoir que tous les actes que nous menons sur la Terre ne sont pas sans conséquences. Voilà. Alors pendant les 100 pages, c'est un dialogue entre les 2 personnages, à bâton rompu, il n'y a pas de chapitre. Donc cette discussion permet de comprendre ce qui se passe et de comprendre nos actes et surtout les conséquences de nos actes sur notre planète bleue. Alors ce livre, pour ceux qui sont intéressés, donc, est disponible partout en France, puisqu'il est édité chez Maya à Paris. Il peut être commandé dans n'importe quelle librairie. Maintenant, pour les gens qui localement sont du Haut-Rhin, ce livre est disponible à la Maison Saint-Michel
et également à la maison de la presse, à la maison Richard, à Guebwiller. Ça fait quelques années que j'avais ces idées en tête. Le monde tout doucement se bouleverse, hein, les actes de l'humain, que ce soit sur la pollution, que ce soit sur la déforestation, nous mènent vers l'inéluctable potentiel fin du monde, hein, puisque certains scientifiques tout à fait clairement et tout à fait sérieusement envisagent une fin du monde de l'être humain simplement parce que la Terre ne sera plus habitable, tout simplement. Alors ça reste optimiste puisque c'est un dialogue, hein, que la petite fille interroge et je veux dire titille un petit peu, hein, interpelle le vieux sage. Non, je ne suis pas climato-défaitiste. Le fait que ce soit une jeune enfant amène un peu de fraîcheur, de candeur. Et c'est pas du tout directif, ce livre n'est pas là du tout pour édicter des règles, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. On n'est pas du tout sur ce plan-là. C'est juste se poser des questions, de dire si je fais ça, qu'est-ce que ça entraîne? Voilà. Et ça permet de prendre conscience, mais sans être moralisateur. Et donc le fait d'avoir cet enfant qui participe au dialogue apporte toute la fougue de la jeunesse. Et donc ça nous permet peut-être de rester optimiste. Alors ce qu'il y a, c'est que le sage, il a un certain vécu. Il a un vécu et comme le nom l'indique sur le titre du livre, il est sage. Ça veut dire qu'il maintenant, aujourd'hui, il a un certain recul et son vécu lui permet de réfléchir, d'envisager l'avenir différemment. Il a conscience que tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant nous a menés là où nous en sommes et aujourd'hui on ne peut plus contester les dérèglements divers et variés. Que ce soit les pollutions, que ce soit le climat, tout aujourd'hui est perturbé, on le sait, et ça, plus personne ne peut le contester. Et donc la légitimité du sage, c'est d'avoir toutes ces années d'expérience derrière lui, et qui lui permet, lui, d'avoir du recul et de se dire, si on continue comme ça, avec tout ce que nous venons de faire dans les années passées, ça ne va pas pouvoir le faire. Il va falloir envisager une autre façon de faire, envisager une autre façon de vivre sur notre terre. Il ne faut pas désespérer, ce qui est fait est fait, maintenant il n'est jamais trop tard pour bien faire et je dirais que ce genre d'endroit, ce genre de lieu est propice à la réflexion, est propice à l'introspection, on ne doit pas désespérer, en revanche nous devons prendre conscience de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes en train de faire et ce que nous devrons faire à l'avenir. Et comme on le dit si bien, nous empruntons la terre à nos enfants. Donc il faut savoir que nous sommes comptables vis-à-vis de nos enfants, des générations futures, pour savoir ce qu'on va leur laisser. Donc restons optimistes, mais il faut absolument prendre conscience que continuer comme ça n'est plus possible. Merci Jean-Louis. Merci.